Tour Eiffel, c'est magique. Désolé pour vous, mais on est vraiment bien installé, c'est magnifique. Je suis Vianney Delourme, cofondateur du journal culturel Enlarge Jour Paris et organisateur de promenades urbaines dans le Grand Paris. Et voilà, je vais être l'animateur de cette table ronde. Évidemment, il n'est pas nécessaire de rappeler à quel point le sujet de l'intégration de la nature dans la fabrique urbaine est brûlant. Pendant longtemps, le changement climatique a été traité comme une perspective, un risque, un sujet de débat, un sujet de polémique, un sujet de controverse, un objet de spéculation, un sujet de réflexion quant à son ampleur, à ses formes, à la façon de l'aborder, aux réponses possibles, souhaitables, à la recherche des responsabilités aussi, on y est toujours un peu, à la question du financement des actions nécessaires pour limiter, accompagner, compenser les effets. Évidemment, et c'était à Paris déjà, en 2015, à la COP 21, la réalité du changement climatique, mais naturel aussi, on n'est pas évidemment limité à ce sujet du changement climatique, a été reconnue par la communauté internationale et depuis la communauté scientifique nous informe de l'ampleur de ce phénomène. Alors la nouveauté, si j'ose dire, c'est que maintenant on y est. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une période de spéculation et d'interrogation, on est dans une période de changement climatique. Et l'actualité est naturelle et l'actualité protéiforme à l'échelle mondiale nous indique tous les jours que le climat change et que le vivant s'effondre de mille et une manières. Donc évidemment, dans ce contexte qui est devenu une évidence, chaque institution, acteur public et privé, a pour mission sans doute de contextualiser et peut-être de réorienter ces pratiques pour intégrer cette nouvelle réalité dans sa raison sociale et ses objectifs, ses mesures d'impact et ses investissements, et c'est ce dont on va parler. Et évidemment, particulièrement quand on parle de BTP et du secteur des infrastructures, qui sont particulièrement scrutés. Alors quand on veut agir, comment est-ce que l'on fait? Selon quelle temporalité, avec quelle démarche? Hier, la Société du Grand Paris a présenté son référentiel environnemental et sociétal des projets urbains et immobiliers. Et le titre, dans sa seconde partie, le rappelle. La SGP, évidemment, vous connaissez le projet de transport en commun. C'est le maître d'ouvrage du métro du Grand Paris Express, qui est le plus grand projet d'infrastructure à l'échelle européenne aujourd'hui. La SGP, donc c'est un chantier à l'ampleur inégalée. La SGP, c'est aussi un propriétaire foncier, un promoteur immobilier. C'est une deuxième casquette de cet établissement public qui est moins connue, mais qui est également très importante. Et qui évidemment nous fait dire que c'est un acteur essentiel de la fabrique urbaine dans le Grand Paris, qui peut avoir un effet d'échelle, de levier, de changement de pratique à l'échelle nationale. Donc c'est avec cette double casquette que la SGP intervient. Donc, pour évoquer le sujet des quartiers de gare du Grand Paris, les quartiers de gare, il y en a 68. 68 gares sont en cours de création, en cours de production. Et pour évoquer ce sujet, alors nous avons avec nous Lola Fauconnet. Lola, vous êtes responsable du pôle espace public, unité espace public et quartier de gare de la Société du Grand Paris. Béatrice Julien Labruyère, vous êtes paysagiste conceptrice, vous êtes présidente de l'antenne francilienne de la Fédération française de paysage. Je sais que ce n'est pas exactement le terme, mais l'idée est là. Et par ailleurs, vous êtes paysagiste conceptrice à l'agence TER et vous êtes par ailleurs enseignante à l'École nationale supérieure de paysage de Versailles. Pierre-Emmanuel Bécheran, tout au bout à droite pour vous, vous êtes directeur de l'architecture, du développement urbain et de la culture pour la Société du Grand Paris. Et juste à ma gauche, Frédéric Chartier, architecte, cofondateur de l'agence Chartier d'Alix, qui est une agence que vous connaissez certainement tous, mais qui a maintenant 14 ans, 15 ans, et qui développe en ce moment une quinzaine de projets à l'échelle de la France. Alors, et vous êtes ici parmi nous parce que vous êtes l'architecte, votre agence produit la gare de La Courneuve-Siroute, qui est une gare très importante puisqu'elle sera en interconnexion avec les futures lignes
16 et 17 du Grand Paris Express. Ça va être un des hubs du Grand Paris et ce sera la porte d'entrée du 3e espace vert. C'est quelque chose d'assez important qu'il faut souligner. Du 3e espace vert de la région Île-de-France, après les bois de Vincennes et de Boulogne. C'est le parc Valbon à la Courneuve, entre la Courneuve, Gonesse et Estaing, qui fait un peu moins de 500 hectares et qui, avec le métro, donc avec cette porte d'entrée de la gare, va devenir une aménité, un espace vert pour tous les franciliens. Bref, bonjour à tous les quatre. On va aborder le sujet de notre thématique en 3 temps. D'abord, on va s'interroger sur la possibilité de réconcilier grands projets urbains et biodiversité, ce qui n'est pas une évidence en soi. Ensuite, on va essayer de voir comment traduire de manière opérationnelle les grands objectifs et principes énoncés par la Société du Grand Paris, présentés hier, mais aussi présentés avec le référentiel des espaces publics, des pôles. Et puis, 3e point, peut-on imaginer que le vivant, désormais mieux protégé, mieux compris, mieux utilisé aussi peut-être, devienne un allié des projets de la fabrique urbaine, des projets urbains immobiliers, et in fine nous rende à chacun d'entre nous la ville plus agréable, voire tout simplement supportable. Et ça n'est pas une spéculation en l'air non plus. Alors, on va commencer avec vous, Béatrice Julien Labruyère. Le sujet du vivant est beaucoup moins traité que la question de la réduction de l'impact des chantiers. Et du coup, est-ce qu'on a des exemples de grands projets urbains qui s'accompagnent d'une préservation effective et durable et pas simplement énoncée en amont de la biodiversité? Est-ce que c'est quelque chose qui appartient déjà au champ des possibles? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. D'abord simplement pour revenir sur ces 3 casquettes que j'ai, l'école de paysage de Versailles, l'agence Terre, paysagiste urbaniste avec 36 ans d'expérience, et la Fédération française du paysage. Du coup, ces 3 casquettes, entre guillemets, me permettent de pouvoir parler de la profession de manière un peu générale, que je représente. Et simplement pour vous dire que cette question de nature en ville, elle a été enseignée à l'école de paysage de Versailles et dans la naissance de ce métier dans les années 70, depuis les années 70. Il y avait une petite slide, peut-être. On cherche les slides. Oui, je vous ai mis une première slide qui m'accompagne. Oui, pas de problème. Simplement, c'est une phrase de Michel Courajou, certainement que vous connaissez, ce paysagiste auquel on se réfère énormément, cette profession, qui, juste comme son héritage aussi à Versailles, sur les tracés de Le Nôtre, du jardin à la construction de la ville, au grand territoire. En fait, depuis le début, cette profession travaille de manière interscalaire sur différentes échelles, jardin, projet urbain et grand territoire. Et sur la question des projets urbains, on a énormément développé de projets depuis 60 ans. Et effectivement, je voulais m'appuyer sur quelques projets puisque je suis à la Fédération. J'organise un cycle de conférences tous les mois sur expérience de paysage où un paysagiste livre son travail. Et donc, je voulais m'appuyer sur le travail de... Non, vous n'avez pas de slide toujours, c'est pas grave. Bientôt. Je voulais m'appuyer sur le travail de Jean-Christophe Nani, paysagiste chez TN+, qui est venu lors d'une conférence nous présenter tout son travail. Effectivement, il a aussi bossé sur les grous, on va en parler tout à l'heure. Mais ce travail en fait, qui a été fait sur les grous est très intéressant parce que c'est à la fois la création d'un écosystème de nature, puisqu'il y a des plantations d'arbres, un travail du sol, etc. Un écosystème... Ah ben ça va me recadrer un peu, c'est très bien. Ça nous fait un résumé des conférences de la journée, c'est bien. C'est bon? Alors allez-y, du coup. Non. Tant pis, pas d'image. Pas grave. Alors, il y a quelques slides donc, qui parlent de ce travail, du travail en gros de trois agences de paysage à peu près de la même génération d'ailleurs. Je parlais du travail sur les grous de Jean-Christophe Nani.
Tu as vu une image? Vous me dites quand il y a... Vous me dites quand il y a l'image qui arrive. J'étais sur l'agence Diane+, donc ce travail sur les grous qui a été... qui est exemplaire. En arrière, en arrière. Alors revenez en arrière, parce que du coup, ça va me recadrer un peu. À la première image, après. Encore avant. Voilà. Je vous ai parlé de l'héritage de cette profession, donc ces échelles et les projets urbains sur lesquels on a énormément travaillé. Et c'est vrai que parmi nos enseignants qui étaient Gilles Clément, Corajou et Jacques Simon, on avait vraiment ces 3 échelles qui étaient représentées. Et Corajou portait énormément les projets urbains qu'on a beaucoup travaillé en atelier et qui a créé une génération de paysagistes capables de travailler sur les projets urbains, on va dire. Donc votre réponse est plutôt oui. Oui. Et puis on a un héritage. On expérimente. Cette slide-là, simplement pour vous dire, c'est mon activité à l'agence Terre. Actuellement, j'ai réalisé 2 expositions qui capitalisent aussi le travail de cette agence de 36 ans d'expérience, qui sont aussi les premières générations de paysagistes sortis de cette école. Et là, on a fait une première exposition sol vivant, une deuxième ville vivante, c'est pour essayer de raconter les projets de paysage, comment on les fait, et en pluridisciplinarité, et finalement comment on est tout le temps en train de récupérer des sols qui sont anthropisés de manière jusqu'à être très pollués. Donc ce travail-là d'exposition est assez intéressant parce qu'effectivement, on est aussi des professions qui avons besoin de partager nos expériences et puis de pouvoir en fait finalement de faire des expos pour les agences de concepteurs, c'est intéressant parce que ça nous permet de partager avec des scientifiques, climatologues, etc., mais aussi avec le grand public en fait, parce que c'est des sujets de société. Voilà. Donc voilà, lors de ces expositions par exemple, on a montré l'échelle de ce quartier à Strasbourg. C'est Henri Bava qui a été maître d'œuvre sur la maîtrise d'œuvre urbaine de tout le quartier de 79 hectares de construction d'un nouveau quartier à Strasbourg, où là, les sols ont été travaillés, retournés. On a retrouvé les sols ancestrales en fait, alluviales de la forêt rhénane, etc., avant de construire un quartier. Donc on a travaillé des terres comme si on allait faire un parc agricole pour construire un quartier. Ça, c'est un exemple qui est assez intéressant, qu'on pourrait développer, mais j'aurais pu m'appuyer sur énormément d'exemples. Et d'ailleurs, je m'appuie sur quelques autres. Donc, à la Fédération française du paysage, on essaye de montrer la diversité des échelles dont je vous ai parlé de notre profession et des actions au travers d'un palmarès de prix. En fait, on prime notre profession pour montrer la diversité des choses. Et là, on a primé cette année, je trouvais que c'était très intéressant, un projet d'ici là paysage. On l'a primé dans la catégorie recherche. Et donc on travaille beaucoup là-dessus. Là c'est un projet à Nantes qui est pareil, un quartier où on expérimente les sols, on fait du sourçage. Et il y a toute une intelligence collective qui s'est mise en place, un challenge en fait avec les équipes de tous les BET qui bossent avec l'agence de paysage pour créer une pépinière sur un site avec des essences locales, avec des sols qui ont été biologiquement renforcés de manière passive ou active. Voilà. Un autre exemple. Donc ça, c'est le projet de Nantes. Et un autre exemple, après, c'est donc celui de l'agence Diane+, dont je parlais tout à l'heure, sur les grous. Mais ça c'est Vive les grous à Nanterre. Non, là, on est à Nantes sur la manière dont ils ont travaillé les sols avant de commencer aussi. Voilà. Et donc dans ce cycle de conférences, vous pouvez regarder aussi, c'est intéressant parce que c'est des conférences que depuis 2009, on en fait tous les mois, donc elles sont filmées et c'est une ressource aussi sur le site de la pavillon l'Arsenal et de la Fédération. Et donc voilà, pour piocher dans ces exemples, c'est vrai que la conférence de Jean-Christophe Nani était extrêmement intéressante par rapport à nos sujets et il a élaboré des schémas qui montrent les degrés en fait de quiétude par rapport aux aménagements et de gestion en fait de la nature dans la ville et tout le panel de choses qu'on peut faire, et c'est un peu ce que vous avez dans votre référentiel. Vous pouvez passer la slide suivante, je vais bientôt m'arrêter parce qu'on est nombreux à parler. Voilà une image donc de ce projet des grous que je vous disais tout à l'heure. C'est de nombreux projets qui sont aujourd'hui réalisés en équipe pluridisciplinaire pour activer des espaces urbains en phase préliminaire et pour pouvoir créer justement écosystème, ce que j'ai dit tout à l'heure, nature, social et urbain, en fait, les trois.
Et effectivement, ça c'est un projet. Donc là, on est à Vive-les-Gros à Nanterre. Et Pierre-Emmanuel Bécheran sont plantés. Là, on voit les tiges. Enfin, ces tiges, c'est coton-tiges. Ce sont des arbres, Des Paulownia. des Paulownia, les futurs arbres qui seront plantés sur les quartiers, devant les gares du Grand Paris sur les Express. parvis, c'est les Paulownia des gares. Sur les parvis, il ne faut pas que je tombe. Sur les parvis des 68 gares du GPE. Du coup, voilà, transition parfaite. Comment est-ce que la SGP intègre ces grands enjeux de biodiversité ? On a vu qu'effectivement, il y avait une sacrée expertise ingénierie. Comment est-ce que vous intégrez ces enjeux ? Et puis, par exemple, ne serait-ce qu'en repartant du triptyque de l'ERC, éviter, réduire et compenser, comment est-ce que vous intégrez ces grands enjeux au chantier ? Avant de vous répondre directement, peut-être resituer ce projet du Grand Paris Express et vous dire où on en est dans ce projet. Donc vous le disiez en introduction, c'est le plus grand projet d'Europe aujourd'hui en termes d'infrastructure, d'investissement, de coûts, en termes aussi d'échelle. 68 gares, 200 km de nouvelles lignes. Pour vous donner une idée, 200 km, c'est ce qui existe dans Paris aujourd'hui quand on met bout à bout les lignes 1 à 14. Donc l'enjeu, c'est bien l'enjeu d'un doublement du réseau de métro existant dans Paris, qui s'est construit progressivement entre 1900 et 1960, on va dire, pour la majorité des lignes. Dans les 10-15 prochaines années, le bouclage entier du projet, aujourd'hui fixé à 2030. Donc on est sur un projet qui est aujourd'hui très actif, avec plus de 170 chantiers partout en Île-de-France. Je pense que vous les croisez quand vous vous promenez en première couronne notamment, avec un enjeu qui est d'ouvrir la ligne 14 pour les Jeux Olympiques. Donc ce sera la première ligne livrée pour 2024, printemps 2024. Donc cette ligne qui va d'Orly au sud jusqu'à Saint-Denis-Pleyel au nord, donc prolongement de cette ligne. Et puis arrive très vite la ligne 15 sud, qui est cette portion de ligne qui va de Noisy-le-Grand jusqu'à Boulogne, de 32 km, 16 gares, qui va être aussi tout à fait structurante pour l'avenir de la région Île-de-France. Donc ce projet, comme je le disais, on en est un petit peu près à la moitié aujourd'hui. La Société du Grand Paris a été créée en 2010 et l'achèvement du projet est fixé pour 2030. Donc par rapport aux enjeux environnementaux, évidemment, ce projet, c'est d'abord des chantiers. Qui dit chantier dit impact sur les activités humaines, impact sur les riverains et impact évidemment aussi sur le vivant. Puisqu'on est amené à transformer des parties de ville, transformer des parties de paysage, transformer aussi des espaces publics qui sont, le temps d'un chantier, soustraits finalement à la vie urbaine au sens large, pour construire les gares, construire les infrastructures. Donc dans ce cadre-là, première évidemment volet de mesure, c'est d'appliquer un cadre strict de suivi sur nos chantiers, appliquer un cadre réglementaire évidemment, avec des audits de biodiversité, des inventaires qui sont réalisés sur l'ensemble des sites, des mesures visant à réduire l'impact sur la biodiversité de ces chantiers. Et puis quand on n'arrive pas à préserver complètement des zones notamment naturelles, on compense. Donc on a aujourd'hui plus de 41 sites de compensation écologique et forestière en Île-de-France. Donc c'est-à-dire qu'on replante des arbres en Île-de-France pour compenser l'impact de ces chantiers sur la biodiversité. Donc premier impact, je dirais, c'est ce temps des chantiers, qui est évidemment un temps de nuisance, un temps d'impact négatif sur le vivant. Et sur le vivant au sens large, encore une fois, sur aussi les riverains qui habitent autour de ces chantiers. Ensuite, et on y viendra ensuite avec, y compris Lola ou Frédéric, qui pourra nous présenter aussi un projet de gare exemplaire, vient le temps des gares. Donc comment ces gares peuvent être des vecteurs d'intégration du vivant. Ça, c'est une vraie question qu'on s'est posée et plusieurs gares répondent de manière très concrète, et on verra l'exemple de la gare de la Courneuve à cette question-là. Et puis vient ensuite le temps des quartiers de gare, évidemment. Et c'est ce troisième temps qui est sans doute le plus décisif, parce qu'il va concerner des échelles plus importantes, des fonciers plus importants. Nous, Société du Grand Paris, comme vous le disiez en introduction, nous sommes un propriétaire foncier important de ces quartiers de gare.
puisqu'on dispose aujourd'hui de parcelles qu'on a achetées pour construire le métro, pour construire évidemment les gares, mais aussi pour construire des ouvrages d'évacuation, des puits de secours tous les 800 mètres, pour installer aussi des bases vies de chantier. Donc ce qui fait de nous un propriétaire, mine de rien, assez important, sans doute majoritaire, dans les quartiers de gare. On estime que sur tous nos fonciers, on va construire environ 1 million de mètres carrés de projets, essentiellement du logement, sur une assiette globale de mutabilité de 32 millions de mètres carrés. Donc l'enjeu se situe là, c'est-à-dire qu'on est à ces échelles de quartiers de gare, à ces périmètres de 800 mètres autour des gares, où la transformation urbaine va agir avec l'arrivée du métro. Et donc c'est là où doit se porter demain nos efforts en matière de préservation du vivant et de la biodiversité. Et je crois que le périmètre de vos quartiers de gare représente à peu près en superficie, et pour utiliser une image un peu simple, 1,5 fois la superficie de Paris, quelque chose comme ça. Donc il faut imaginer l'impact. Votre réaction indique qu'effectivement c'est une bonne image. Il faut imaginer, essayer d'imaginer l'impact colossal de ce chantier. Et pour commenter ce que vous disiez sur les arbres, je vous invite aussi à regarder le projet de la forêt de la plaine de Pierrelet, qui est une plaine d'1 millier d'hectares qui se trouve dans le Val d'Oise et qui va recevoir des arbres financés par la Société du Grand Paris sur un ancien site où on a épandu les boues urbaines, c'est-à-dire les résidus des toilettes des Parisiens pendant un siècle. Donc c'est une pollution colossale. Et la SGP avec l'ONF notamment, c'est un sujet que je suis un peu, qui me paraît assez important, finance des études pour planter des arbres sur ce site qui va devenir une forêt avec 1 million d'arbres, 1000 hectares. Entre Montmorency et l'Oise. Donc ça va être absolument colossal. Mais donc voilà, il y a ce type d'enjeu effectivement. Mais revenons à notre sujet des quartiers de gare et des gares. Frédéric, donc vous êtes l'architecte, enfin votre cabinet d'architecte s'occupe de la gare de la Courneuve. La Courneuve-Siroute, comment est-ce que vous intégrez ces enjeux? Là, on a fait des changements d'échelle entre Pierre-Emmanuel Becheran et vous. Comment vous intégrez les enjeux de biodiversité? Comment on intègre le vivant dans une gare? Parce que vous vous occupez de la gare, un tout petit peu de l'espace autour, mais comment vous faites? Moi, je préfère qu'on parle de vivant que de biodiversité quand on travaille sur ces sujets-là, parce que en fait, la biodiversité, ça ne se décrète pas, ça s'installe. Donc en fait, nous, que ce soit à toutes les échelles, il faut fabriquer une condition d'accueil du vivant en général et espérer que cette biodiversité arrive. Donc effectivement, la première manière d'y arriver, c'est sans doute de travailler à l'échelle urbaine, de travailler à l'échelle du paysage. Et c'est vrai que nous, là en ce moment avec l'agence, on intervient quand on arrive à l'échelle du bâtiment. Et je me souviens qu'il y avait la Biennale d'architecture de 2012, le thème était que l'architecture et la nouvelle géographie, dans le sens où c'est vrai qu'on est obligé aujourd'hui de se poser des questions quand on conçoit des bâtiments, de cet abri, de cette question d'abri pour les hommes et plus généralement du vivant. Donc c'est ce qui nous a interpellés nous il y a quelques années et c'est des sujets sur lesquels on travaille, sur la question de l'échelle aussi. Pour qui on conçoit, pourquoi on conçoit. Donc rien ne remplacera jamais le sol. Le sol, c'est tu en parlais tout à l'heure, notre bien précieux à tous. Rien ne remplacera la pleine terre. Mais à partir d'un moment, quand on commence à travailler sur une densité, sur des objets, sur des bâtiments, on s'est beaucoup posé cette question de changer d'échelle et de commencer à travailler justement sur l'intégration du vivant, faune, flore, comment ça marche, comment on le fait fonctionner, quels détails on crée. Et techniquement, essayer de s'y intéresser et essayer de créer des abris qui sont un petit peu plus ouverts que uniquement ce fameux dessin de notre cher maître Le Corbusier, le Modulor, où tout est uniquement référencé sur l'échelle humaine et où finalement aujourd'hui peut-être qu'il y a d'autres échelles, à la fois beaucoup plus grandes et peut-être beaucoup plus petites qui sont intéressantes. Voilà, ça c'est un peu le cadre humblement qu'on essaye de développer sur nos projets d'architecture. Sur la question de la gare, effectivement, tu en as parlé tout à l'heure, on a la chance d'être une gare à proximité du 3e espace vert du Grand Paris, après le bois de Boulogne et le bois de Vincennes, un espace vert assez méconnu, le parc Georges Valbon, un grand réservoir pour le coup de biodiversité. Peu accessible en transport en commun. Peu accessible en transport en commun. Donc c'est vrai que depuis le début, quand on a travaillé sur ce sujet, pour nous, on a été l'idée de travailler la gare du parc. La gare du parc, c'est-à-dire de redonner aussi à la ville de la Courneuve une identité qui soit
un petit peu différente de celle qu'on a tous dans notre esprit, c'est de dire voilà, c'est la gare du parc Georges Valbon, les Franciliens, on va se promener, on va se balader, on va à cet endroit-là. Donc socialement, déjà, c'était aussi intéressant de recentrer cette gare à la Courneuve dans un esprit différent. Et donc on a travaillé un peu sur ce sujet, comme on travaille sur d'autres projets, sur la question ce bâtiment accueille un connexe de 14 étages. Donc 14 étages, on avait déjà un poids assez important. Donc on va installer, pour un exemple, 1,50 m d'épaisseur de terre sur le toit de la gare, qui est beaucoup plus que ce qu'on n'a jamais fait sur aucun des projets aujourd'hui. Donc pour nous, c'est assez intéressant. On avait fait 1 mètre sur une école à Boulogne qui était un projet qu'on monitore depuis quelques années. Et ensuite, tout le travail qu'on a essayé d'établir, c'est la connexion pour en faire un relais de biodiversité, sol, mur, toiture. Donc toute la façade comme une grande résie. Souvent les gares, c'est des bâtiments un petit peu aveugles, très refermés sur eux-mêmes, très techniques. Donc comment est-ce qu'on va faire cette liaison entre le sol, le mur et la toiture pour qu'il y ait une continuité, voilà. Créer des milieux plutôt que simplement des aplats. Donc ça, c'est un peu le travail qu'on fait sur le projet de la Courneuve en ce moment. Et vous parlez de la question de l'échelle. Donc ça veut dire que finalement, votre action, elle dépasse l'échelle de la gare. Vous êtes à côté d'un parc Natura 2000, donc j'imagine que ça rentre dans votre réflexion, tout ça. Oui, complètement. C'est cette idée de travailler des pas japonais à l'échelle de l'objet qu'on nous demande de penser, d'essayer de redonner une complexité, une profondeur qui... un petit peu plus forte, et de penser comment est-ce que à la fois cette grande résie verticale va accueillir de grandes plantations à son pied, retombantes sur le haut, 1,50 m de terre au-dessus, essayer de fabriquer aussi, de rayonner, de redonner au quartier un service complémentaire aussi. Quand on travaille ce système, pour nous, on dit souvent qu'il y a 3 sujets qui sont développés. Évidemment, c'est intéressant de travailler avec le vivant d'un point de vue environnemental. Favoriser la biodiversité, l'absorption des eaux pluviales, la réduction des lots de chaleur, c'est intéressant. Mais finalement, on se rend compte aussi que c'est très intéressant d'un point de vue social. Parce que tout d'un coup, quand on crée un toit, quand on redonne la possibilité aux gens d'intervenir sur les bâtiments, cultiver l'architecture, moi j'aime bien cette espèce de mot, tout d'un coup, on redonne aussi un droit d'usage sur les bâtiments dans une époque où il faudrait que les bâtiments ressemblent à des iPhones, des produits qui ne bougent absolument pas entre la perspective, la réalisation et puis dans 30 ans. On aime bien cette idée du temps. Donc socialement aussi c'est intéressant. Et puis architecturalement, tout d'un coup c'est une autre échelle, une autre manière de penser. Justement, je parlais du temps, de la profondeur, de la fragilité. Donc c'est tout d'un coup, c'est le bâtiment qu'on vient de livrer, le siège de la PHP dans l'hôpital Saint-Antoine, qui vient d'être livré en début d'année, où on a déposé un brevet sur une paroi biodiversitaire, ce qu'on appelle, c'est-à-dire c'est un système de recherche qui crée un milieu vertical, c'est-à-dire qu'on connaît les toits plantés, avec toute la diversité qu'ils comprennent d'ailleurs. Donc en ce moment, on travaille, à l'agence, on travaille justement avec cette continuité sol, mur, toiture. Comment est-ce qu'on va pouvoir réutiliser la verticalité, et qu'est-ce que c'est qu'un mur si ça devient un nouveau sol. Voilà, c'est tout d'un coup, quand je vous parlais d'architecture, c'est quelque chose qui appelle des nouveaux concepts et qui nous semble un champ en tout cas des possibles pour notre matière intéressante. Et cette dimension sociale aussi, c'est vrai que vous avez raison de le souligner tous les deux, elle est fondamentale. Et pour ce qui est de la Courneuve, c'est absolument essentiel, parce que c'est une ville qui a été au centre du grenier à légumes de Paris pendant 150 ans. Il y a des générations de Bretons qui sont venus produire les légumes qui ont nourri les Parisiens. Et c'est une mémoire qui a disparu en une génération et demie. Et qu'il est important de ramener finalement à cette ville de la Courneuve qui a reçu des grosses infrastructures qui ont effacé cette histoire-là. Merci beaucoup. On va parler avec vous, Lola, un instant de la question des espaces publics. Juste à l'écran, pour préciser ce qu'on voit, c'est le pavillon conçu par l'agence pour une seconde. C'était lors de la dernière biennale d'architecture de Versailles. C'est un pavillon qu'on a créé en partenariat avec le Muséum d'histoire naturelle et qui ont été aussi présents dans le développement du mur biodiversitaire. En fait, c'est simplement un mur en pierre sèche sur lequel on vient redonner une fonction supplémentaire. C'est un mur augmenté, quoi. C'est un mur sur lequel les paneresses, les boutisses et le système constructif vient s'épaissir et vient accueillir un substrat vertical. Et du coup, ça fabrique un petit milieu vertical sur lequel on vient poser une toiture nervurée qui devient un système d'irrigation
où chaque nervure redevient un moyen d'irriguer le mur. Donc c'était un petit manifeste qui est d'ailleurs toujours en place à Versailles. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais pour l'instant, il est beaucoup plus expressif que ça. Ça a vraiment tellement bien marché qu'il a dépassé un petit peu le temps de la Biennale. Mais ouais, alors, une petite question, quand vous faites un mur comme ça, comment est-ce que ça s'entretient? Parce qu'on imagine les murs végétalisés qui perdent un peu de leur couleur et de leur énergie s'il n'y a pas un jardinier à demeure. Tout ce qu'on essaie de faire, nous, c'est de travailler à l'autonomie. Okay. L'autonomie, c'est-à-dire la capacité au milieu qu'on essaie de créer d'être le plus autonome possible. Donc sur une toiture végétalisée, le but c'est une fauche, quelque chose comme ça par an. Sur un mur comme ça, alors là, ici, on a arrosé un petit peu au début pour essayer que ça prenne, mais l'idée c'est, contrairement aux murs végétalisés qui sont principalement en hydroponie, sous perfusion, c'est de réussir à créer un milieu qui, par sa connexion avec une toiture et par sa connexion avec un sol, va profiter des deux, profiter des eaux pluviales et du reste, et du sol, pour pouvoir être le plus autonome possible. Voilà, donc en fait, l'idée c'est de viser le moins d'entretien, et là sur le mur, on ne l'a pas touché depuis mai dernier. Ok, donc effectivement c'est assez impressionnant. J'ai organisé des mini-confs dans ce bâtiment à Versailles, c'était très chouette, en plus on est bien protégé de la ville, c'est assez chouette. Espace public justement, Lola Fauconnet, concrètement tous ces enjeux, comment est-ce que vous voulez travailler à l'échelle non pas des gares mais de ces fameux espaces publics, parvis, quartiers de gare, etc. Comment est-ce que vous intégrez ces différents enjeux ? Donc oui, je vais vous parler un peu d'espace public et surtout d'outils et de méthodes, mais avant je voudrais rappeler quelques chiffres et échelles. Déjà que 20% de la surface au sol d'Île-de-France relève de l'espace public et que l'échelle même du Grand Paris Express correspond au schéma régional de cohérence écologique. Donc la première donnée pour dire que l'espace public est dépositaire d'enjeux sociétaux et environnementaux, ça sera assez complémentaire avec ce qu'a dit aussi Frédéric. Et parler aussi de cette grande échelle, effectivement la prise en compte de la grande échelle du paysage pour garantir la cohérence écologique de n'importe quel projet, qu'il soit à l'échelle de l'îlot, de l'espace public ou du Grand Paris Express. Et bien sûr les sujets de préservation et de renforcement des trames vertes et bleues. Une des chances qu'on a à la Société du Grand Paris, c'est qu'on travaille à la fois à l'échelle du réseau, donc de la métropole, à l'échelle de bassins, de différents territoires et à l'échelle des quartiers de gare. Et plus on se rapproche de la gare, on travaille sur les sujets, on accompagne les espaces publics, on construira des projets immobiliers, et puis bien sûr on a une infrastructure de transport et on construit des bâtiments voyageurs comme la gare de la Courneuve-Six-Routes. Ces trois objets, les espaces publics, les projets immobiliers et puis notre infrastructure gare sont accompagnés de référentiels de conception. Donc on a des objets différents, donc des référentiels différents. Néanmoins, on les a travaillés tous en cohérence les uns avec les autres et notamment sur ce sujet de la grande échelle, indispensable à la conception de n'importe quel projet quand on parle de cohérence écologique. Plus concrètement, comment on travaille sur les espaces publics. Donc la Société du Grand Paris et Île-de-France Mobilité accompagnent les maîtres d'ouvrage publics dans la requalification des espaces publics autour de chaque gare. Le Grand Paris Express traverse des géographies, des paysages, des milieux urbains, des politiques très différentes. Il nous a semblé primordial qu'on puisse s'accorder avec l'ensemble de ces acteurs. Le Grand Paris Express quand même sillonne à peu près une petite 150 collectivités. On a donc rédigé avec Île-de-France Mobilité un référentiel d'aménagement des espaces publics qui s'appelle les Places du Grand Paris, qui se télécharge d'ailleurs sur le site de la Société du Grand Paris. On l'a sorti en 2019, on l'a confié à l'agence d'architecture TVK. Et sur les sujets plus d'environnement, d'écologie, ces sujets ont été plus développés donc, par les équipes de Jean-Christophe Nani, donc l'agence TN+, et avec le concours aussi de Franck Boutet. C'est un document qui fait à peu près une centaine de pages avec une partie un peu culture commune. Quels sont les engagements communs à l'échelle du Grand Paris Express sur les aménagements des espaces publics et les ambitions environnementales et écologiques. Et il y a aussi 40 principes d'aménagement, dans une bonne dizaine, qui sont dédiés au sujet de la nature en ville, la gestion écologique des espaces publics. Ce sont des principes, alors je ne vais pas tous les citer, on parle de coefficient de biotope, de
de prise en compte du patrimoine arboré existant, le rapport avec l'existant, très important. Je ne vais pas tous vous les citer, mais c'est un document qui a plutôt une vocation métropolitaine. Chaque territoire, ensuite, doit pouvoir se l'approprier et décliner de manière beaucoup plus opérationnelle et plus précise ces indicateurs permettant de ces aménagements environnementaux des espaces publics. D'une certaine manière, parce que vous êtes, vous avez écrit une grammaire que vous proposez à l'ensemble des maîtres d'ouvrage et des collectivités, on peut dire ça comme ça? C'est ça. Alors, ce ne sont pas des recettes toutes faites. Les contextes sont très différents. On ne fait pas la même chose à Nanterre comme à Bobigny, où on est sur un urbanisme de dalle. Donc, il faut plutôt contextualiser ensuite ce référentiel qui est un guide des bonnes pratiques. Ensuite, chaque territoire, et je vais l'illustrer par les espaces publics de la Courneuve. Mathieu, si tu veux bien. Pour montrer c'est le travail des espaces publics autour de la gare, donc conçu par Chartier d'Alix, pour montrer aujourd'hui que c'est un rond-point très routier, avec des délaissés, mais qui sont tout de même verts, ces délaissés plantés en pleine terre. Le travail a été confié de conception à l'agence de Villers, qui s'est basé notamment donc, sur notre référentiel, mais aussi sur le plan canopé, donc, qui est un dérivé plus opérationnel de notre référentiel, assez contraignant en termes de plantation, et notamment de plantation d'arbres. Et si on voit le plan d'après, un des gros travaux a été d'abord de requalifier l'espace public, de donner une priorité aux mobilités actives, donc 40% de la place de la voiture a été réduit. Ce qui est aussi un enjeu environnemental, le sujet des mobilités. Mais l'agence de Villers aussi a fait un gros travail de recensement des arbres, a réussi à en conserver une centaine. 90 ont été abattus et ils pourront en replanter plus de 200. Et ils ont réussi à conserver à peu près au sol le même niveau et augmenter un peu la perméabilité du sol. Voilà mon propos général pour dire qu'on passe d'ambition à un outil métropolitain, à des outils locaux et après à des applications concrètes sur des sites comme le site de la Courneuve-Siroute. Juste pour que tout le monde comprenne bien, la gare est ici. Hein. Voilà. Et si on compare du coup au plan précédent, vous verrez le. Ouais. Ouais. Et l'autoroute, le parc Valbon, Valbon se trouve au-delà du lot 5, avec l'autoroute A1 qui vient faire une coupure assez phénoménale. Évidemment. Mais donc oui, votre boulot, c'est de créer une culture commune et une grammaire commune pour tous les vous avez combien de partenaires? Partenaires, on a plus de 150. On travaille sur les espaces publics autour de chaque gare. Donc on a 68 démarches et j'en parlerai ensuite. Donc on travaille... Là, je ne sais pas, sur ce site-là, on doit avoir une vingtaine de partenaires avec qui on avance pas à pas, techniquement, politiquement, pour arriver à ce dessin-là et puis plus tard aux travaux. Alors, Pierre-Emmanuel, sur la question de votre pouvoir normatif prescriptif, vous êtes sur les projets immobiliers, vous êtes copromoteur, hein, vous serez copromoteur des projets, donc vous avez un pouvoir plus précis sur la politique qui sera menée. Le référentiel qui a été présenté hier, dans sa première partie sur les enjeux de biodiversité, moi aussi je préfère parler de vivant, mais c'est la manière, la porte d'entrée. Donc il y a par exemple, j'évoque, accueillir la faune, gérer les eaux de pluie, limiter l'artificialisation des sols, les revitaliser, renaturer les quartiers de gare, lutter contre les îlots de chaleur. C'est un certain nombre d'ambitions qui sont massives, qui sont vraiment très importantes. On voit aussi des éléments parfois difficiles à qualifier, à quantifier. Vous avez un engagement dans ce référentiel qui, lui, est chiffré, que vous pourriez peut-être nous développer. C'est l'engagement d'obtenir en moyenne un coefficient de biotope par surface de 0,4. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette mesure et la manière dont vous allez l'appliquer? Lola Fauconnet nous disait que vous traversez 150 communes avec des situations extrêmement diverses, donc vous ne serez pas sur les mêmes objectifs, j'imagine. Alors l'approche, effectivement, sur les projets immobiliers est un petit peu près la même que celle qu'on a sur les espaces publics ou que celle qu'on a développée sur les gares. On est toujours avec ce projet du Grand Paris Express dans cette dialectique entre le global, fixer des ambitions communes à l'ensemble des projets, à l'ensemble des quartiers de gare, à l'ensemble des gares, et puis le local, c'est-à-dire répondre à des spécificités propres à chaque site, à chaque quartier, à chaque environnement économique, social ou écologique.
Et cette dialectique, on la retrouve évidemment dans les projets immobiliers, c'est-à-dire qu'on a choisi de cadrer les choses, de les cadrer à l'échelle de l'ensemble des projets immobiliers qu'on va développer. Une centaine de projets immobiliers, je le répète, à construire d'ici 2030-2035. Et donc on a ce cadre, ce référentiel qui est posé. Vianney, vous avez cité un certain nombre de mesures, enfin d'engagements qu'on prend dans ce référentiel, qu'on va ensuite évidemment appliquer, adapter à chaque site en fonction des spécificités de chacun de ces sites. Un des enjeux pour nous, c'était comment s'assurer que ces ambitions, ces engagements soient tenus jusqu'au bout. C'est toujours la question qu'on se pose quand on est maître d'ouvrage. On peut avoir de bonnes idées, on peut avoir de grandes ambitions, on peut avoir de grands discours, on peut faire de bons manifestes, mais si les projets à la fin, on a un écart très, très large par rapport au programme du départ, on est embêté. Donc se pose la question de comment, dans la conception du projet, s'assurer du suivi, du respect de ces engagements et comment les évaluer à la fin. Alors sur le montage du projet, la méthode, on a décidé effectivement de faire de la copromotion. C'est-à-dire qu'on ne vend pas nos terrains simplement à des promoteurs, on ne fait pas de la cession simple, on reste dans le projet. C'est ça la copromotion au fond. C'est rester dans le projet, rester à bord et rester pilote avec un partenaire promoteur qu'on aura désigné sur chacun de ces 100 opérations. Et rester à bord du projet, rester à bord de la conception du projet, copiloter la maîtrise d'œuvre, les architectes avec notre partenaire promoteur est un gage aussi pour nous de respect de ses ambitions, de respect de ses engagements. Alors, un des engagements, effectivement, et vous le citiez, c'est ce qu'on appelle le CBS, qui en renvoie à la part finalement de surface favorable à la biodiversité dans nos opérations. Donc là, on a pris un engagement assez fort, un engagement d'un CBS de 0,4 pour l'ensemble du projet. Donc, c'est-à-dire qu'on va jouer ce jeu de suivi et d'évaluation en permanence dans la fabrique de nos projets pour s'assurer que cet engagement de 0,4 à l'échelle de l'ensemble des projets, donc 0,4 points, ce n'est pas des pourcentages, mais d'engagement de surface favorable à la biodiversité dans nos opérations, soit équilibré à l'échelle des 100 opérations. Donc, ce qui demande évidemment un pilotage assez fin, un pilotage à la fois projet par projet, et un pilotage global aussi pour s'assurer que nos engagements à l'échelle des 100 projets soient tenus. Donc c'est toute cette mécanique qui se met en place, avec des premières consultations qui vont être lancées pour choisir nos partenaires promoteurs d'ici la fin de l'année, selon ce nouveau modèle de copromotion. Et puis des consultations aussi dédiées de maîtrise d'œuvre qu'on va séparer du choix du promoteur. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'abord de créer une société de projet avec un partenaire promoteur et dans un second temps, sur la base d'un cahier des charges qui intègre ces éléments et ces engagements environnementaux notamment, de lancer des petits concours, des petites consultations de maîtrise d'œuvre pour retenir l'équipe d'architectes, de paysagistes qui aura en charge de réaliser le projet. Donc c'est toute cette mécanique qui nous permet aujourd'hui de garantir, en tout cas de nous donner toutes les chances possibles pour garantir que ces engagements soient tenus à la fin du projet. Et soit tenu à la fin du projet, c'est-à-dire la livraison et le moment où vous, Société du Grand Paris, vous avez réalisé votre mission sociale. Et ensuite se pose la question de la durabilité du projet une fois que Île-de-France Mobilité aura pris la main sur... enfin voilà, une fois dans le second temps du projet. Et du coup, je me tourne vers vous, Frédéric Chartier, Béatrice, Julien et Bruyère. Comment vous voyez la question de l'accompagnement sur le long terme de ces ambitions? Comment est-ce qu'on doit, on peut imaginer ça? Peut-être une question sans réponse, j'en sais rien, mais comment est-ce que vous recevez cette ambition, puisque vous avez évoqué la question de la durée d'une paroi végétalisée. Moi, j'ai travaillé dans un bureau avec une paroi végétalisée morte, c'était quand même assez triste. Ouais. Dommage. C'est dommage. Écoutez, sur ce référentiel qui est très intéressant, il y a effectivement un élément clé qui est le coefficient biotope, selon moi, et donc ce qui serait important, c'est de laisser de la place
pour que les biotopes existent en fait. Mais donc ce coefficient biotope finalement, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un outil foncier presque pour laisser de la place. Donc c'est pas d'un coup ramener plein de petits insectes dans un endroit, ce sera de laisser de la place à des sols encore une fois. Donc c'est intéressant et il y a déjà eu des retours un peu dans les villes de cet outil, notamment sur la ville de Lille avec un écologue qui nous dit qu'il faut que ce soit très bien cadré, en fait. Que ça nécessite d'avoir un suivi, mais vous venez de le dire, vous allez le faire, donc c'est génial. Voilà. Et sinon, l'autre élément que je pensais par rapport à ce référentiel, c'est qu'il faut, et on en a parlé l'autre fois quand on préparait un peu ce rendez-vous, c'est qu'il faut laisser donc de la place, mais aussi du temps pour faire ces projets. Et le temps, on l'a vu, le temps en amont, il est de plus en plus intégré. On travaille les sites avant de les aménager, on fait de la préfiguration, etc. Mais il faut aussi qu'on laisse aussi du temps pour après, pour la suite, pour le suivi de ces projets-là. Et donc voilà, un autre élément que je trouve très intéressant dans ce référentiel, c'est qu'il met bien en avant, c'est par rapport à la faune, tous ces éléments architecturaux aussi qui sont hyper importants. En fait, les nichoirs à oiseaux, c'est pas que pour faire joli, c'est vraiment un gros travail qui est fait dans l'architecture, ce que vous faites aussi dans vos parois, c'est extrêmement important. Et donc ce sera aussi une occasion pour valoriser tout ça, et je pense que c'est bien pour les villes d'avoir accès à des architectures vivantes aussi, ça me paraît hyper important. Donc on est face à un changement de paradigme éventuellement ? Non, oui, moi ce que je disais tout à l'heure, je pense que c'est pour nous architectes, c'est aussi un changement d'échelle, un changement de réflexion, de paradigme, d'écriture qui vraiment est intéressant. Sur le référentiel, je voulais saluer aussi ZEFCO, qui sont sous la direction du Grand Paris, les auteurs de ce référentiel, François Perron et son associé. Voilà, c'est Florian Dupont. Et donc je trouve que c'est quelque chose qui est très très bien fait. J'étais d'ailleurs étonné, moi, que le sujet numéro 1, c'était le rapport à la biodiversité, avant le rapport au carbone, ce qui était un choix qui a dû d'ailleurs être quand même assez stratégique. Enfin, de le mettre en numéro 1, c'est quand même quelque chose d'assez fort quand on travaille sur un réseau comme ça. Donc sur le changement de paradigme, oui, et sur le suivi des projets, moi je pense qu'effectivement quand on travaille avec le vivant, il y a peut-être quelque chose à mettre en place avec les maîtres d'œuvre, que ce soit paysagiste ou architecte. C'est l'idée que la mission ne s'arrête pas forcément au moment où l'on livre le bâtiment, mais où peut-être il y a en tout cas un accompagnement, un suivi, à la fois pour vous et pour les maîtres d'œuvre, de la réalisation, pour être sûr que à la fois leurs engagements et les vôtres soient respectés. Et peut-être que ça vaut le coup d'étendre un tout petit peu cette période qui permet d'y revenir une fois, d'y revenir deux fois, de corriger certaines choses. Peut-être que là, on a oublié un truc. Et du coup, je pense que ça peut être intéressant. Ça n'existe pas encore tout à fait, cette mission de suivi. Et en tout cas, dans tout ce qui est autour du vivant, dans le paysage, ça existe déjà pas mal, mais peut-être que... Pas tant que ça, en fait. C'est que je pense que vraiment, ça pourrait être aussi une innovation pour les marchés publics. Voilà. Ça, c'est une très bonne façon de conclure notre table ronde, je trouve. Et de vous laisser la parole si vous souhaitez poser des questions, intervenir, faire des commentaires, exprimer Voilà, ce que vous voulez. J'ai un micro à votre disposition. Bonjour. Merci pour la... Parlez bien fort parce que sinon on ne vous entend pas sur la salle. Désolé, vous m'entendez là? C'est bon? Ok, donc bonjour, merci pour l'échange. Je voulais savoir si vous regardiez l'impact sur la biodiversité, comme l'empreinte carbone, mais l'empreinte biodiversité de vos projets. C'est-à-dire sur l'histoire de mettre 1,50 m de terre sur la gare. Vous m'entendez pas? Vous m'entendez pas? On n'a pas de casque. Ok. Sur l'histoire de mettre 1,50 m de terre sur la gare, est-ce que vous mesurez l'impact sur la biodiversité que ça peut avoir, sachant que des matériaux, c'est de la pression sur des écosystèmes, c'est de la pression sur des ressources naturelles? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête
ou pas? Quand tu mets 1,50 m de terre sur la gare de la Courneuve, est-ce que tu mesures comme ça l'impact global, on va dire, du projet, y compris dans les apports de matière que tu dois faire pour obtenir tes 1,50 m de terre? Alors, Sur la biodiversité. Alors l'impact direct, encore une fois, il est sur l'école de celui-là il n'est pas encore fait, mais on a fabriqué une école à Boulogne. Je crois qu'il y a une image qui est passée tout à l'heure où on s'est rendu compte, on étudie beaucoup ce qui se passe sur ce toit avec des écologues. On travaille beaucoup avec un monsieur qui s'appelle Aurélien Huguet, qui passe beaucoup de temps aussi à vérifier. Alors de temps en temps, ça se passe bien. De temps en temps, on sent qu'il y a un petit effondrement. On revient là-bas. Mais en tout cas, quelques années après, on a plus de 550 espèces différentes qui se sont installées sur l'école, ce qui est équivalent d'un petit parc urbain. Donc, oui, 1,50 m de terre, ça a un impact structurel. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même 14 étages qui vont se mettre sur la gare, donc on bénéficie un petit peu du poids qui va se rajouter. Moi, j'aime à penser aussi que cette question d'une structure, de la structure, elle est fondamentale dans nos questions d'architecture et de ville de demain. Hein. Faire des structures durables, des structures qui soient capables peut-être d'être surélevées, hein, de ne pas être détruites demain. Donc c'est vrai que renforcer un peu de cette structure, soit pour y mettre une potentielle surélévation, soit pour y mettre de la terre, pour nous, c'est un investissement qui a du sens. Les fondations sont là. Je ne vais pas vous dire que ça n'a pas d'impact, ça en a un. Alors après, 1,50 m, c'est là parce qu'on a la capacité de le faire, justement grâce à cette structure. On peut, dès 30, 40, 50 cm d'épaisseur de terre, faire des choses qui sont assez incroyables. Ce n'est pas les mêmes végétaux qu'on va planter dessus. Donc l'impact direct sur ce projet-là, je ne le connais pas encore. Je peux vous parler de cette école de la Courneuve, de Boulogne, pardon, qui effectivement, en tout cas, dans son rapport entre le mur et la toiture, a prouvé qu'on pouvait vraiment spontanément, c'est pas nous qui avons amené les petites choses, mais accueillir des choses. Et encore une fois, nous, cette école, c'était assez expérimental. Moi, je prétends pas savoir comment on fait. On apprend petit à petit. On a publié un petit ouvrage il y a quelques années qui s'appelle Accueillir le vivant. On prépare la deuxième édition où on met nos détails en ce qu'on appelle un peu l'open data, en disant voilà, saisissons-nous de cette question, essayons de comprendre comment ça marche, essayons techniquement de savoir qu'est-ce que c'est qu'un sol. On parle d'une toiture végétalisée, on va mettre une toiture végétalisée, mais il y en a des dizaines de sortes différentes. Quel substrat on met? Est-ce qu'il est allégé? Est-ce qu'il n'est pas allégé? Est-ce qu'il est issu d'un recyclage de compost ou pas? Comment il fonctionne? Quel type qu'est-ce que ça va apporter? Comment on le lie avec la toiture? Enfin, on a découvert, nous, des conditions techniques dont je pense que nous, vous y êtes peut-être sans doute déjà, mais nous, architectes, c'est intéressant qu'on s'en empare aussi pour créer des milieux intéressants. Est-ce qu'on... Entre 50 cm et 1,50 m. En termes de plantes, de racinaires, je comprends bien, mais en termes de biodiversité. C'est lié. Biodiversité animale. Oui, c'est lié aussi parce que c'est les plantes qui accueillent la biodiversité, donc il faut qu'elles puissent créer un milieu en fait, et que s'il y a plus il y a de terre, plus il y a parce qu'il y a de l'air aussi dans la terre, il y a de l'eau, il y a énormément d'éléments, donc ça favorise les milieux quand même. C'est beaucoup plus riche si on arrive à faire beaucoup plus. C'est sûr. Par rapport au quantitatif et à tous ces calculs en termes de biodiversité, on ne calcule pas encore le bien-être des espaces. Et ça, je pense que c'est important aussi. Parce qu'à mon avis, cette école, il doit y avoir dans ce domaine-là un sujet, en fait. Le bien-être des êtres humains dans ces espaces de nature en ville. Ça commence à être un peu documenté, notamment avec des neuropsychologues qui sont capables d'établir l'impact de notre fréquentation des espaces naturels et de la nature et du vivant au sens large du terme. Et le confinement et le déconfinement ont amplifié la démocratisation de cette connaissance. D'autant plus qu'on a beaucoup de biodiversité en ville, en fait, de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de pratiques écologiques, en fait. Hein. On parle
de terres paysannes, mais en fait c'est des pratiques paysannes qu'on peut faire en ville aussi. Et on se retrouve dans des villes quand elles sont encadrées aussi par des écologues ou avec des projets de concertation, de participation. On se retrouve des fois avec beaucoup plus de biodiversité que dans des espaces périurbains, agricoles, où on a simplement la forêt, les champs et voilà. Juste un petit mot, mais c'est vrai que sur cette question de la biodiversité, ce qui est particulièrement intéressant, je trouve, c'est qu'elle répond à la fois à une demande sociale qui a émergé ces dernières années, plus de nature, plus de vert, on en a besoin dans nos vies, à un impératif écologique. Et cette question de la biodiversité, pour moi, est un des exemples types de rencontres entre enjeux sociaux et enjeux environnementaux qui aboutissent et qui vont dans le même sens. Donc là-dessus, on le sent bien. Si on prend ces engagements, ce n'est pas uniquement selon un prisme qui est celui du changement climatique et de l'impératif économique, c'est aussi une réponse à des demandes de plus en plus fortes, d'avoir accès à la nature quand on habite en ville. Et un des effets didactiques de l'existence du Grand Paris Express, ça c'est mon interprétation, c'est que ça nous inspire un dézoomage. Quand on est habitant de l'Île-de-France et du Grand Paris, on est habitué à vivre plutôt dans des espaces fragmentés. Et le GPE, par son dessin, en fait, par son ampleur, nous fait retrouver d'une certaine manière les grands paysages. Et donc nous fait nous interroger sur notre rapport à ces grands paysages qui ont souvent été fragmentés par les infrastructures du XXe siècle. Donc c'est un propos qui est un peu à côté de ce que vous évoquez depuis tout à l'heure, mais il y a un effet de dézoomage qui fait qu'on a envie de s'intéresser à ces sujets-là et à ce rapport-là. C'était un commentaire comme ça. Oui, j'avais envie d'émettre aussi un commentaire par rapport à votre travail à la SGP et ce travail donc autour les parvis de gare et les gares. Finalement, on ne peut pas faire énormément de choses parce que c'est quand même très contraint et c'est des zones de rencontre, c'est l'assemblage des mobilités, c'est énormément de choses. Donc on ne peut pas non plus les surplanter, quoi. Mais l'idée d'aller aux 300 mètres autour et puis d'agrandir après au quartier, c'est certainement plus performant et intéressant. Et sur le projet d'Aigrou avec Agence Terre, il y a cet exemple-là de faire des puits de vie, des petites zones de nature en fait fermées dans lesquelles les passants ne passent pas. Alors on peut difficilement faire ça sur les parvis, mais par contre on peut le faire dans les quartiers. Donc ça c'est assez intéressant. Une dernière réaction? Non. Tout est bien. Formidable. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci. Et n'hésitez pas à les télécharger, consulter le référentiel pour entrer dans la profondeur du sujet. Tous les référentiels sont en ligne, je précise, sur le site de la SGP. Merci beaucoup.